Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez maintenant l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, un casting 5 étoiles. Ils sont très intelligents, ils ont l'œil vif et le cuir épais. Ils n'ont pas peur du débat. Je vous présente mes invités. Le redoutable Jean-Luc Manoella, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. À côté de vous, Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour, mais 5 étoiles, on n'est que 4. Bah oui, c'est vous comptez dans les étoiles? Non, c'est vous l'étoile, Roselyne. Ancienne ministre, vous publiez 682 jours aux éditions Plomb, livre dans lequel vous racontez de façon truculente vos 682 jours au ministère de la Culture sous Emmanuel Macron. On salue également Valérie Lecable. Et c'est formidable, et c'est formidable, il faut l'acheter, il faut le lire et le relire. L'acheter, je ne sais pas, en tout cas le lire. Ça va Valérie ? Merci, oui, ça va très bien. Présidente de HK Stratégie et Claude Veil, journaliste et écrivain. Merci d'être. Oui, moi, ce que je concède, c'est le cuir épais, parce que plus je vais dans la vie, plus j'ai l'âme sensible. Vous avez l'œil vif. Dans cette émission, on se demandera jusqu'à quand Joe Biden, 80 ans, peut encore repousser son départ à la retraite. On verra jusqu'où Elisabeth Borne est prête à aller pour faire passer sa réforme. Ça nous amènera sans transition à nous demander s'il faut supprimer le poste de Premier ministre pour sauver la Ve République. Et puis on se rendra au Royaume-Uni où les Britanniques marquent les 3 ans du Brexit par des grèves historiques. Mais d'abord, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Pour la 2e fois depuis l'invasion russe, le président ukrainien a quitté son pays, direction Londres, puis Paris, puis Bruxelles. L'occasion notamment pour lui de demander des avions de combat. Écoutez. Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Et maintenant, les États doivent envisager rapidement, comme prochaine étape, de fournir des systèmes à longue portée et les jets dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens tiennent pour acquise. Claude, est-ce que cette semaine, on a fait un pas vers la guerre ? Notre guerre à nous ? Oui, l'OTAN, l'Union européenne contre la Russie. Je ne le crois pas. Je crois qu'on est toujours dans une stratégie d'intensification du soutien à l'Ukraine, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est déjà d'empêcher que l'Ukraine ne soit vaincue militairement. On va probablement vers une offensive massive de la Russie, et il est essentiel pour le combat que nous menons par procuration, je dirais, le combat pour la liberté, le combat pour le droit élémentaire d'un peuple à disposer de lui-même, que l'Ukraine soit mise en situation de résister, de tenir bon et d'infliger une nouvelle défaite à la Russie. Mais encore faut-il entendre bien ce qu'on entend par défaite. Tout le monde sait bien que la Russie ne sera pas écrasée. Tout le monde sait bien que les chars ukrainiens ne défileront pas sur la place rouge. La défaite de la Russie, c'est l'incapacité où elle est de vaincre. Le seul fait que la Russie ait échoué dans sa tentative de renverser un régime démocratique, d'occuper un pays étranger, c'est déjà un échec. Cet échec-là, il est essentiel que les démocraties s'arc-boutent pour permettre à l'Ukraine de contenir la puissance russe. Mais c'est une chose qui va durer et qui est compliquée. On a assisté cette semaine. Oui, Roselyne. Moi, je suis peut-être un peu moins d'accord que Claude en disant qu'il n'y a pas une intensification de la guerre. On sent bien que actuellement, on avait pensé la victoire ukrainienne allait s'avancer comme cela, et on voit bien que la situation s'est restabilisée, sans doute un peu en faveur de la Russie. Elle a décidé massivement dans la nuit de jeudi, de vendredi, d'attaquer avec des missiles de croisière, avec des missiles solaires, avec des drones, les installations électriques de l'Ukraine. Elle est décidée à casser le moral des Ukrainiens. Il n'y a pas seulement une affaire de destruction des installations, mais de destruction, on est dans le froid, qui est le froid vraiment de l'Europe centrale, terrible, de décider de casser le moral des Ukrainiens. C'est aussi pour ça que Volodymyr Zelensky
Zelensky est venu il y a 2 jours. Et justement, cette tournée, ça nous place comme alliés. Je dis pas qu'il n'y a pas une intensification des combats. Ah bon, j'ai récusé récusé l'idée d'implication de notre guerre. Ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de l'Ukraine. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a tout de suite dit, là, hier, on va l'entendre dans une minute. qu'il n'allait pas donner dans l'immédiat d'avions de combat. Cette tournée de Volodymyr Zelensky en Europe, ça nous place quand même comme un allié indéfectible, c'est ce que j'entends moi dans les capitales européennes cette semaine, de l'Ukraine. Donc, on est plus qu'un allié de l'Ukraine, c'est-à-dire que d'ores et déjà, on a déjà fourni des munitions, on a fourni des missiles de courte portée. Les Allemands vont fournir des chars dans pas si longtemps que ça. Les Américains sont dessus. L'Europe a dépensé 50 milliards d'euros aujourd'hui déjà pour soutenir l'Ukraine. Les États-Unis ont dépassé 2 fois 50 milliards. Donc on est entré en guerre. C'est ce que vous dites, c'est que c'est une guerre sans le dire. Non, mais c'est ce qu'a dit Zelensky et il l'a formidablement bien dit, je trouve, parce qu'il a quand même une façon incroyable d'embarquer les gens. Il faut quand même vraiment lui tirer le chapeau pour ça. C'est qu'il embarque tout l'Occident derrière lui. C'est ça l'histoire qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'il y a la Russie d'un côté, certes, comme a dit Roselyne, qui essaie de se réarmer, de produire, de retrouver des nouvelles troupes parce qu'ils sont assez exsangues pour l'instant. Et il n'y a pas eu la percée ukrainienne aussi rapide que prévu. Mais là, c'est tout l'Occident, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, surtout en premier, qui sont là et qui sont derrière l'Ukraine jusqu'au bout. Alors, je vais poser la question différemment. Juste la question en 2 secondes, c'est comment on va trouver une porte de sortie à cette histoire, en fait. C'est ça la question. Jean-Luc, parce que c'est sans fin, en fait. Jean-Luc, est-ce que Vladimir Poutine est aujourd'hui notre ennemi? Nous, Français, nous, Européens? Oui. Oui. Vladimir Poutine est de fait notre ennemi. Il l'est par le danger qu'il fait courir à la paix mondiale, par le lancement d'une guerre sur le territoire européen à nos portes, et il l'est par le discours qu'il a en disant lui-même que c'est une croisade contre l'Occident, contre nos valeurs. Car on est passé de l'Ukraine avec une question territoriale finalement assez classique, à vrai dire, dans les conflits mondiaux. Une guerre du 19e. Une guerre du 19e siècle, à une guerre idéologique, parce que quand on dit, en fait, notre combat, c'est contre les homosexuels, c'est contre les transgenres, c'est contre la manière dont on vit en Occident, c'est contre le déclin de l'Occident, on n'est plus sur une question classique territoriale. Pour revenir à ce qui a été dit, c'est une situation très étrange parce que nous sommes en guerre sans être belligérants. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas contradictoire. Est-ce que c'est pas contradictoire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est paye de mots. Ça peut être une forme d'oxymore. Mais on est dans l'armement et on sait très bien en plus qu'on arme des gens qui, sans ce soutien en armement, ne pourraient pas résister. Donc de facto, nous sommes dans le conflit. Et sur la question des avions qui est posée, il faudra. Et sans doute faut-il envisager dès maintenant de donner à l'Ukraine des avions. Car, soyons cohérents, nous ne pouvons pas dire nous sommes avec l'Ukraine jusqu'à la victoire finale, car nous ne pouvons pas tolérer une victoire impériale de la Russie de Poutine. Et quand on voit qu'à l'évidence, à un moment donné, la suprématie aérienne de la Russie risque de faire basculer la guerre, dire oui, mais ça, on ne le fait pas. On va écouter Emmanuel Macron. Vous avez vu ce qu'a dit Zelensky à propos des missiles? Il a dit qu'il y en avait 2 qui avaient survolé des pays qui étaient membres de l'OTAN. Alors ça a été démenti ensuite. On va écouter Emmanuel Macron, vous en parliez aussi. Voilà. On va écouter Emmanuel Macron justement, mais il a essayé de faire qui répond à Volodymyr Zelensky justement sur cette histoire des avions de combat. Écoutez-le. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins.
Voilà, pour le moment, Emmanuel Macron temporise, mais il est peut-être en train de changer. On va voir cette interview accordée par Zelensky au Figaro. On lui demande s'il pense qu'Emmanuel Macron a changé d'avis sur Vladimir Poutine. Le président français qui avait l'année dernière dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Réponse de Zelensky, je crois qu'il a changé et qu'il a changé pour de vrai cette fois. Après tout, c'est lui qui a ouvert la porte aux livraisons de chars. Il a aussi soutenu la candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je crois que c'est un vrai signal. Claude, est-ce qu'Emmanuel Macron a changé sur Vladimir Poutine? Probablement. Donc c'était une erreur de dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. C'était probablement un propos prématuré, puisqu'il se plaçait d'ores et déjà dans l'hypothèse d'une sortie de guerre. Or, nous en sommes très très loin. La question, elle a été évoquée par ma voisine, c'est comment est-ce que tout ça se terminera? Il n'est pas acceptable pour nous que l'Ukraine soit défaite militairement. Et c'est pourquoi nous sommes amenés à intensifier notre soutien à l'Ukraine. Et plus les combats s'intensifieront et plus l'agression russe sera violente, plus nous serons amenés, je dirais presque mécaniquement, à accroître notre aide à l'Ukraine. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'Ukraine soit défaite, c'est-à-dire que Poutine atteigne son but de guerre, qui est de détruire un pays indépendant. Tout tenté au début du conflit pour amener Poutine à la raison, parce que cette histoire apparaît folle. Je crois qu'on ne peut pas le reprocher à Emmanuel Macron. Il y a eu évidemment une époque où Macron a pensé pouvoir dialoguer avec Poutine, et il a pensé accéder à la raison de Poutine et lui démontrer. Et puis, naturellement, comme cette démarche, comme celle des Allemands et de tous ceux qui ont tenté de circonvenir Poutine, a été vouée à l'échec. Et donc, on est face à une situation d'un discours poutinien de plus en plus délirant qui désigne l'Occident comme ennemi, dans lequel on se trouve amené évidemment à une forme d'escalade. Qu'est-ce qui a changé avec cette visite de Zelensky en Europe ? Ce qui a changé, c'est qu'il n'était jamais venu déjà et qu'on l'a vu physiquement et que ces images ont été absolument incroyables. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est compliqué aujourd'hui, je crois, le plus compliqué, c'est que la guerre jusqu'où ? Est-ce que la Crimée, c'est quoi une victoire ? Il faut vraiment le dire. C'est-à-dire que pour l'Ukraine veut récupérer la Crimée. Les Russes ne peuvent pas accepter de perdre la Crimée. Donc, c'est là où on arrive à des points forts. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, pendant longtemps, on a cru qu'un compromis serait possible qu'un jour, ils pourraient dialoguer. Le problème, c'est que tous les deux, et les Ukrainiens et les Russes, croient encore qu'ils peuvent gagner du territoire et qu'ils peuvent gagner. Donc, ils vont continuer à se battre. Et il y a des territoires. La Crimée, c'est un point de non-retour pour la Russie. Et on voit bien que l'Ukraine, maintenant, veut conquérir la Crimée. Donc, c'est là où... Et on pouvait... C'est vrai ce que dit Claude, l'Occident soutient la Crimée, soutient l'Ukraine. Mais est-ce que si l'Ukraine va conquérir la Crimée, qui est une terre considérée comme russe par les Russes, dans ces cas-là, leur idéologie, ils vont dire c'est l'OTAN qui m'attaque. Donc l'OTAN attaque la Russie. Donc comment on va sortir de ça ? C'est pareil pour le Donbass. Il y avait la question de jusqu'où on va et quels sont les termes de la négociation était posée tout le temps où on a considéré que ça pouvait se régler par la discussion. On voit bien aujourd'hui que l'emballement russe fait que c'est pas la question de savoir si on inclut la Crimée ou pas. Ça viendra peut-être un jour. Mais dans l'immédiat, c'est d'éviter que l'Ukraine soit défaite et donc de battre les Russes sur le terrain. Moi, il m'arrive rarement de dire comme ça, Macron a raison, mais là, il a eu 2 fois raison. Il a eu raison de commencer en essayant au début, devant la sidération générale, d'essayer de parler avec Poutine et de garder un lien. Et il a raison aujourd'hui de constater qu'il n'y a rien à tirer de ces discussions. Et si vous pouvez me permettre, il y a quelque chose qui a changé aussi. C'est que au début, on avait une guerre. On a aujourd'hui une campagne massive de crimes contre l'humanité. C'est pas dans la conscience européenne n'importe quoi, ça. Ça rappelle des souvenirs qui sont encore vifs dans la conscience collective de l'Europe. Et on ne peut pas traiter ce conflit comme un conflit qui aboutirait après à une négociation où on se dit, voilà, il y a peut-être un échange, peut-être un bout de tel endroit ou tel endroit. Il y a un phénomène fondamental, c'est la campagne globale, massive, cynique de crimes contre l'humanité qui est menée par Poutine. Je crois que ça change beaucoup les choses, parce qu'en effet, maintenant, c'est devenu presque un combat éthique, c'est devenu un combat pour le droit, c'est devenu un combat pour l'humanité, parce que
l'échec de la campagne russe, leur incapacité d'obtenir le but de guerre qu'ils s'étaient fixé, les a amenés à martyriser la population ukrainienne. Aujourd'hui, la Russie, on ne peut même pas dire qu'il mène une guerre conventionnelle. Il mène une guerre qui torture, qui humilie, qui vise à briser la résistance morale des Ukrainiens en martyrisant les populations. Ça, évidemment, c'est totalement inacceptable. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a une spirale dans laquelle Poutine nous entraîne par ses méfaits. En tout cas, dans l'état du droit international, la Crimée fait partie de l'Ukraine. Et quand, dans son allocution d'il y a 3 jours, le président français a mis ses pas dans la déclaration de Volodymyr Zelensky devant à la tribune des Nations Unies. Enfin, quand on pense que Poutine... et donc, là, dans le discours du président français, en sous-texte, il y avait la Crimée est ukrainienne. Hein. Et quand on pense que Poutine a dit les Ukrainiens sont nos frères, on se dit qu'on a quand même bonheur à pas être dans sa famille. La réforme des retraites est-elle en train de se changer en match de boxe après les mobilisations de cette semaine? Les syndicats appellent à de nouvelles journées d'action et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, on débat du texte, enfin on débat. Débat ou combat? Regardez. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Que faites-vous? Vous bloquez le pays, vous l'embourbez. Et tout ça pourquoi? Pour économiser 0,1 point de PIB. Voilà votre priorité, vous êtes dérisoire. Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. 4 ou 5 de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement. Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Bon, Roselyne, vous en avez vu d'autres. Est-ce que c'est un débat habituel, traditionnel, quand on a des réformes un peu sensibles? On a vu des débats très violents. J'en ai subi quelques-uns. Là, il y a quand même de la part de strictement la France insoumise, il y a quand même une hystérisation, on a parlé de bordélisation, mais une hystérisation du débat en termes de criaillerie, de violence. On a vu de la violence aussi du côté du gouvernement. L'image de ce député de la France insoumise qui campe avec la tête d'Olivier Dussopt sous les pieds, etc. Il y a une violence extraordinaire. Moi, je pense qu'ils desservent là la cause qu'ils veulent servir, et en particulier, moi, je serais M. Martinez ou M. Berger, je serais vraiment furieux contre les gens de la NUPES. Ils le sont d'ailleurs, ils ne l'expriment pas, mais ils le disent en contextualisation, parce qu'ils ridiculisent un débat qui mérite d'être mené. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la réforme qui est proposée par le gouvernement, c'est quelque chose qui tient dans la vie des gens une place extrêmement importante. J'ai parlé de place sacrée que tient la question de la retraite dans l'esprit des gens, qu'on veuille travailler moins longtemps ou qu'on veuille d'un autre côté sauver le système, et vraiment voir les amendements. Et en même temps, on utilise les armes. Oui, mais ce sont les armes de la démocratie parlementaire. Non. Non. Pourquoi, Claude? Non, ça n'a plus rien à voir avec la démocratie. Quand un député piétine, on est dans même un... mais là, on parle vraiment de ce qui se passe dans l'enceinte, dans l'hémicycle. Un député en écharpe qui piétine dans un simulacre de décapitation à un ministre de la République, on n'est pas dans la démocratie, je suis désolé. Lorsque aujourd'hui, Mme Chikirou traite la Première ministre de bourreau, on n'est pas dans la démocratie. On est dans une tentative de brutalisation du débat que je trouve extraordinairement préoccupant. Vous me demandez, est-ce que c'est le business as usual? Non. J'ai été journaliste parlementaire pendant des années, je n'ai jamais vu ça. Ce niveau d'invective, de violence, de mépris, de disqualification de l'adversaire venant en effet d'un banc, je suis désolé d'avoir à le dire, mais venant en effet d'un banc. Et hier soir, le maître d'œuvre de cette coalition qui se trouve à l'extérieur, le Deus ex machina de cette machination, hier soir a donné le feu vert à aller encore plus loin dans la brutalisation. On est pour moi dans une stratégie qui salit la démocratie. Je le dis très tranquillement, on est en train de salir le débat démocratique. Et je ne comprends même pas quel est l'objectif. Parce que
je ne crois pas du tout qu'ils fassent avancer leur thèse par ces moyens-là. La CFDT, ça a été dit, je parlais encore hier avec un cadre de la CFDT, est dans un grand malaise. Et le Parti Socialiste est dans un grand malaise parce qu'il y a une extrémisation du combat où on a l'impression qu'il faut à tout prix rapporter le scalp de Macron. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une brutalisation du côté du gouvernement quand on utilise un article qui va limiter le temps de débat dans l'hémicycle? Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du côté du gouvernement dans cette tension qu'on ressent dans l'hémicycle? Non, je ne pense pas, parce que j'ai l'impression la faille passée en septembre, ça a été repoussé. Il n'y avait pas de possibilité d'un débat serein de toute façon. Mais pour renchérir sur ce qui vient d'être dit, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la stratégie suicidaire de la France insoumise, parce que je pense que ça exaspère. Pas raisonnable. Je pense que ça exaspère absolument tout le monde, cette attitude, et y compris les gens qui sont dans leur rang et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont représentés de cette façon-là. Et ce qui est très embêtant, c'est que du coup, le Rassemblement national, qui est aussi un parti extrémiste, donne lui l'impression d'une plus grande responsabilité. Et malheureusement, il me semble que ceux qui tireront les marrons du feu de cette attitude, c'est au contraire le Rassemblement national qui ne cesse de parler de prise de responsabilité, qui débat sur le fond, qui est beaucoup plus calme, etc. Et c'est vraiment un grand gâchis. Et en même temps, je voudrais juste rajouter quelque chose. Le président de la République a été interrogé hier lors d'un déplacement à l'étranger sur comment la réforme des retraites allait évoluer. Il a répondu, eh bien, elle va se décider au Parlement. Histoire de dire, vous pouvez tous manifester autant que vous voulez, c'est le Parlement, in fine, qui décidera. Mais vous savez très bien, donc, que la majorité attend de voter avec LR, que LR n'est pas d'accord entre eux. Oui, alors on va en parler, Valérie. Dit à quoi ils jouent, on ne comprend même pas. Regardez, juste ce sondage de Elab, publié cette semaine, Valérie. La bordélisation, elle est un peu générale, en fait. Mais il y a une vraie colère aujourd'hui chez les Français. L'opposition à la réforme, elle est toujours très forte. 65% des Français disent non. C'est le sondage Elab de cette semaine. Mais effectivement, pour une majorité d'entre eux, 56%, les députés doivent adopter une démarche de compromis pour améliorer le projet du gouvernement. Que les Français soient contre, c'est naturel, c'est légitime. Moi, je pense que 100% quand vous demandez aux gens de bosser 2 ans de plus, ils ne vont pas vous applaudir. Non, et toutes les réformes depuis 20 ans qui ont toutes abouti en gros à ajouter 1 an, 2 ans de cotise ou 2 ans à l'âge légal, toutes les réformes ont eu le même taux d'impopularité. Mais jamais on a eu ce niveau d'hystérisation du débat. Mais c'est des postures politiques ou c'est un choc de conviction? C'est des chocs de conviction. Sur la normalité de ça, parce que je me dis qu'il n'y a quand même pas de réalité génétique qui ferait qu'on aurait des reportages tous les jours avec des Français qui nous disent, quel que soit le taux de pénibilité, à 62 ans, je ne peux plus travailler, et que ce serait génétiquement possible pour un Allemand de travailler jusqu'à 67 ou un Danois de s'apprêter à le faire jusqu'à 70. Je dis ça un peu comme ça parce que ça veut dire qu'on a une question sur la valeur travail et sur la question du travail dans notre société, qui est une question dont il faut débattre, et peut-être la qualité du travail et son organisation, notamment sur la fin de carrière. Pour le reste, le spectacle est donné par LFI, parce que c'est LFI en l'occurrence, à l'Assemblée, et par certains écologistes, est assez pitoyable. Pourquoi ? Et d'abord parce qu'il y a un truc, c'est que un trotskiste, c'est pas fabriqué pour être dans une assemblée parlementaire. Non. Un trotskiste, c'est mais c'est honorable d'être trotskiste. Mais ils sont pas fabriqués pour ça. Et comme c'est ça qui donne, vous avez raison, ils sont pas tous trotskistes. Enfin, c'est quand même l'idéologie dominante qui quand même a imprégné dans la praxis l'ensemble de ces gens. Donc c'est fait. Disons Chantal Mouffe. C'est fait pour être dans une assemblée générale. C'est fait pour être dans un meeting. C'est fait pour être dans un soviet. Sans doute pas sur une assemblée parlementaire d'un pays démocratique. Et en même temps, ils ont le droit de parler et de faire ce qu'ils veulent. C'est encore la démocratie parlementaire, ce sont les règles. Ça donne une image déplorable. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Claude. Les éléments de haine à l'égard de Macron et de la Première ministre sont pathologiques et déments. Et en même temps, je trouve que il y a 3 semaines de débat. Moi, je veux bien qu'on m'explique que 3 semaines, c'est pas suffisant. Enfin, 16 000 amendements, il faut 1 an ou 8 mois. En 3 semaines, on aura dit à peu près ce qu'il faut dire sur la réforme, si on veut bien discuter des articles les plus... Oui, mais on sait que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que si on n'examine pas tout, ça passera par ordonnance. Heureusement, je ne vois qu'une explication à cette violence. Moi, j'aimerais beaucoup passer 4 heures ou 5 heures dans cette émission, mais vous l'avez limité dans le temps. On a même des vies limitées dans le temps. Mais vous reviendrez... Non, mais ce que je veux dire, c'est...
et je termine juste sur un point. La stratégie de LFI qui va aboutir au fait qu'on n'aura pas discuté à l'Assemblée nationale de l'article qui intéresse les syndicats, qui intéresse les salariés, c'est une stratégie absurde en réalité. Parce que c'est peut-être dans l'intérêt du gouvernement. En réalité, si LFI n'existait pas à l'Assemblée nationale, Macron les aurait inventés. Une stratégie d'attention. Alors là, moi, je vois qu'une explication logique, parce que Mélenchon est un être un peu particulier, mais globalement logique. Je pense que, nous payons aujourd'hui, qu'il n'ait pas été élu président de la République, c'était quand même pour lui une humiliation qu'il n'a toujours pas digérée, qu'il n'ait pas été élu Premier ministre, ainsi qu'il avait sommé les Français de le nommer. Et je pense que nous payons aussi l'erreur stratégique dont il se repent tous les jours, qui est de ne pas s'être présenté à la députation. Je pense qu'au moment où il l'a fait, ça lui paraissait une habileté, et qu'aujourd'hui nous le payons cher. Pourquoi ? Parce que comme il est hors jeu, il est d'une certaine façon amené pour contrôler le jeu parlementaire, à manipuler le groupe de la France insoumise, de manipuler le groupe de la France insoumise d'une manière telle qu'il est devenu quasiment ingérable. Nous voyons à l'œuvre une génération de jeunes députés, qu'il faut bien appeler la génération Mélenchon, comme il y a eu une génération Mitterrand, qui ne sont pas du tout pliés aux normes du respect et de la dignité du travail parlementaire. Ils considèrent que tout est permis, parce qu'ils sont le camp du bien, qu'en face ils s'opposent à des démons, à des forces diaboliques, et que contre le diable, tous les coups sont permis. Eh bien non, la démocratie, ce sont des codes, ce sont des règles, ce sont des convenances, ce sont des attitudes qui peuvent être hypocrites, mais qui fait qu'on peut continuer à se parler. Et si on ne se parle plus dans une démocratie, si on en est à piétiner symboliquement une tête tranchée, on sort du champ démocratique. On va parler d'un autre sujet avec cette question. Faut-il supprimer le poste de Premier ministre ? C'est notre troisième thème. Si je vous pose la question, c'est qu'on risque d'en parler dans les mois qui viennent, puisqu'Emmanuel Macron souhaite réformer nos institutions. Un souhait plusieurs fois avorté, mais qui a été remis au goût du jour cette semaine. Le président a consulté mardi Nicolas Sarkozy sur la question. Il a aussi reçu à l'Élysée celui qui propose de faire du chef de l'État le seul et unique maître de l'exécutif. Toute la responsabilité est mise sur la responsabilité du président, alors même que beaucoup de décisions sont du niveau du Premier ministre, que l'administration est concentrée au niveau du Premier ministre. Ce qui explique quelquefois qu'il y ait des malentendus entre président et Premier ministre, ou des lourdeurs. Vous pensez qu'on lèverait ces malentendus si on supprimait le Premier ministre ? Je pense qu'aujourd'hui, si on voulait que l'exécutif soit beaucoup plus rapide dans ses décisions, beaucoup plus clair dans sa communication, beaucoup plus coordonné dans l'utilisation de ses moyens, oui, je pense que l'exécutif doit être unique. Moi, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre, Jean-Luc ? Alors, moi, ça fait depuis très longtemps que je suis convaincu que oui. Pas qu'il faut le supprimer, mais je pense qu'on a un système c'est non, la suppression. C'est dit en même temps, là. Alors, je suis pour le supprimer. Ah bon, je ne dis pas que le système ne peut pas marcher mieux avec toujours un Premier ministre. Mais je pense que c'est pas ça qui bloque le système. Parlez dans votre micro, Jean-Luc. Je pense que ça ne sert pas... Le Premier ministre ne sert pas à grand-chose dans nos institutions. D'ailleurs, la preuve, regardez comment se fait... comment on peut vivre 3 mois, quasiment 2 mois sans Premier ministre parce que Emmanuel Macron hésite. Et comment il y a une Première ministre nommée, Madame Vautrin, presque nommée, le lundi, et le mercredi, quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, voyez bien que c'est pas fondamental. Ça aide à une chose, c'est à faire la synthèse majoritaire sur la base du rassemblement du deuxième tour. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas avant, avec des premiers ministres, qui étaient le signe du rassemblement majoritaire. Attendez, Roselyne, je vous donne la parole 2 secondes, parce que vous m'aidez, Jean-Luc, à lancer un duel. Parce qu'on va poser une question, les 2 invités ne sont pas d'accord à cette question. Est-ce le bon moment de lancer le chantier d'une réforme des institutions ? 2 invités, je vous le disais, ne sont pas d'accord. D'un côté, on a Roselyne, de l'autre, on a Claude. Roselyne, vous allez commencer. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, c'est le bon timing, c'est le bon moment de lancer cette réforme des institutions. Alors, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de blocages ou de dysfonctionnements dans les institutions. On peut discuter alors du fond de ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, si on fait ce diagnostic qu'il y a des choses à changer, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Pourquoi ?
Parce que si un président est dans la possibilité de se représenter, on va tout de suite l'accuser de manipuler les choses à son propre profit. Là, le président ne peut plus se représenter et on est assez loin de l'élection présidentielle pour que cette réforme des institutions ne vienne pas polluer l'élection présidentielle à venir. Donc, ensuite, on peut discuter du contenu des réformes à mener, mais c'est vraiment, si on est convaincu de ces réformes, c'est vraiment le bon moment pour les mener. Waouh, bravo, vous avez respecté votre temps, Roselyne, c'est super. Et vous n'êtes pas du tout convaincu par Roselyne. Non, faudrait-il d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle faire évoluer. En fait, il y a deux façons de faire. Soit on va vers le présidentialisme, l'ultra-présidentialisme, c'est-à-dire en supprimant le Premier ministre, soit au contraire, on fait un retour vers le parlementarisme, qui est ce que proposait la France insoumise. Je pense que dans les deux cas, ça supposerait un consensus minimal sur le fonctionnement des institutions qui n'est pas du tout atteint et qui n'a aucune chance d'être atteint à échéance prévisible. Parce que de toute façon, vous ne mettrez pas d'accord les grandes forces politiques, ni vous ne mettrez pas d'accord l'Assemblée et le Sénat. De toute façon, ces institutions qui sont très mal foutues, qui sont bricolées, ont montré une extraordinaire capacité d'adaptation aux circonstances. Si le président gagne les législatives, il a les pleins pouvoirs. S'il perd les législatives, le pouvoir traverse la scène. D'une certaine façon, ça n'a pas si mal fonctionné. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de l'ultra-présidentialisme. C'est-à-dire de la cristallisation de tous les mécontentements sur une personne. Supprimer le poste du Premier ministre ne ferait qu'aggraver cet état de fait. Vous allez nous transférer tout ça, Valérie, mais d'abord, je vais vous montrer les pistes qui sont envisagées par Emmanuel Macron pour une réforme des institutions. Il envisagerait un retour au septennat. Vous rien non, du tout, là. J'ai des espoirs. Il ne s'est pas du tout prononcé. Non, il ne s'est pas prononcé, officiellement mais là-dessus. pas officiellement, mais c'est vrai que c'est donc un septennat non renouvelable, la diminution du nombre de parlementaires ou encore des élections législatives de mi-mandat. Valérie, est-ce que ces mesures vous paraissent intéressantes ? Ce sont des mesures de circonstance pour essayer de résoudre toute la cacophonie ambiante dont on a beaucoup parlé. Je voudrais revenir sur cette histoire de Premier ministre. Je trouve ça intéressant parce que sur le papier, je trouve que vous avez raison, Jean-Luc, de dire le président peut très bien faire et finalement, ils passent leur temps à se chamailler les deux et à s'annuler un petit peu. C'est peut-être pas forcément très utile. Mais je suis quand même impressionnée par le boulot que fait Elisabeth Borne. Parce que imaginez qu'on ait en ce moment un président de la République en toute première ligne, toute la journée, à défendre face à la cacophonie ambiante à l'Assemblée nationale et qu'en même temps, ils doivent accueillir Zelensky et gérer la guerre en Ukraine, et qu'en même temps, ils doivent faire tout ce qu'il y a. Je pense que ça serait extrêmement compliqué pour lui. Donc, est-ce qu'il faudrait un secrétaire général à l'Élysée qui... Est-ce que vous nous dites que le Premier ministre, il sert juste à défendre le président, quoi. C'est le collaborateur. Il sert à représenter l'exécutif devant le Parlement. Non, mais attendez, Elisabeth Borne, moi, sincèrement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouve qu'elle travaille extrêmement bien. Elle a préparé cette réforme, elle a mis les gens d'accord. Vous parlez de la réforme des retraites ? Oui, je parle du gouvernement, je ne parle pas des gens dans la rue. Ouais. Je parle du gouvernement sur les retraites. Elle est en train de jouer son poste là sur les retraites. Elle porte cette réforme des retraites. Et c'est elle quand même qui est allée voir Éric Ciotti une fois qu'il a été élu en disant « Bon, Éric Ciotti, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut trouver un accord ? Est-ce qu'on peut éviter le 49.3 ? Est-ce qu'on peut avoir une vie démocratique ensemble, etc. » Et je ne pense pas du tout que ce soit le rôle d'un président de la République. C'est vraiment le rôle du Premier ministre. Parce qu'on a et elle le porte très très bien, ce rôle. On a une vision très monarchique du président de la République. On dit ça peut pas être son rôle. La renforcerait. Il ne faut pas qu'il se mêle, etc. Non, supprimer le Premier ministre. Mais non, on a un exemple devant nous qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, où il y a un président extraordinairement fort et un parlement incontournable. Aux États-Unis, c'est un mythe, le président des États-Unis. On vous entend plus. Sur la vie intérieure américaine et sur la politique américaine a très très peu de pouvoir, beaucoup moins que le président de la République. Il n'a même pas réussi. Obama, avec tout son talent. On va reparler des États-Unis. On va reparler des États-Unis, Valérie. Macron non plus n'y arrive pas. Jean-Luc, je voudrais juste dire une phrase en réponse à ce que vous avez dit. C'est la force de l'administration américaine qu'on n'a pas en France. Non, mais c'est ça. Il y a deux choses. C'est la force de l'administration américaine et c'est le fait, c'est le spoiling system. C'est-à-dire que quand le nouveau président arrive, il arrive avec ses hommes, il change tout le monde et il met en place une force de frappe pour faire les réformes. Roselyne lève la main. Vous voulez instaurer la pétaudière. On a déjà la pétaudière. Vous voulez installer la paralysie absolue. Faites des législatives
législatives à mi-mandat. Vous êtes sûr que le président perdra la législative et que le pays sera ingouvernable? Est-ce que je peux dire, parce que je suis la seule ici à avoir vous êtes sage, dans le ventre du monstre, à voir comment fonctionne l'État. Mais bien sûr que le Premier ministre est absolument indispensable, parce que finalement, on a de la gestion d'un État que l'écume dont on parle au jour le jour. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'on gère une multitude de problèmes et que finalement, à Matignon, on gère un train qui déraille toutes les 15 minutes et qu'il faut absolument un Premier ministre pour gérer une équipe gouvernementale. Moi, ce dont je rêve et dont j'ai eu le sentiment qui était utile, c'est pas dans l'organisation du gouvernement de ne plus avoir de Premier ministre, c'est que le président de la République soit dans son rôle et que le Conseil des ministres se déroule sans le président de la République, avec un Premier ministre qui est là à la tête de son équipe. Bien sûr, mais je fais... Pardon, mais c'est une sorte pas de caricature, mais d'extrême, de dire comment fonctionne un État. Oui, c'est que le président a trop de pouvoir. De déplacer, par exemple, les préfets qui sont actuellement chez le ministre de l'Intérieur, ce qui est absurde. Il faut qu'ils soient auprès du Premier ministre. Ça date de l'époque où les préfets n'avaient qu'un rôle de sécurité publique, alors qu'ils sont maintenant les coordinateurs de toute l'administration de l'État. De réfléchir à ça, de réfléchir comment fonctionne une équipe gouvernementale avec des ministres chefs de pôle, avec vraiment un resserrement de l'équipe gouvernementale et d'avoir une équipe opérationnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact entre le président de la République dans son rôle et le Premier ministre, mais franchement, supprimer le Premier ministre, c'est absurde. Alors très rapidement, ouais, mais on veut parler des États-Unis. Parce que moi j'ai vu aussi comment ça... Enfin bon, pourquoi est-ce que les ministres sont aussi faibles en ce moment? Pourquoi? Parce que c'est ça le sujet aussi. Non, mais heureusement qu'on a une première ministre quand même, parce que les ministres, il y avait une époque, on a quelques expériences autour de cette table. On est des plus de 62 ans. Où les ministres portaient les réformes vraiment. Les amis, faire de la politique. Les ministres portaient. C'est un cercle vicieux. Et on n'a plus ça. On n'a plus les grands ministres. Nous avons compris. Le général vous a compris, les amis. On va avancer parce que vous vouliez parler des États-Unis. Je la fais. Oui, mais Claude, je la fais. Aux États-Unis, on va faire le premier bilan de Joe Biden. Si, il l'a dit. Cette semaine, devant le Congrès, le président américain a prononcé le traditionnel discours sur l'état de l'Union, sorte de programme pour l'année à venir. Le discours de Biden a duré un peu plus d'1 heure et avait parfois des accents de campagne électorale. Écoutez-le. Oh, c'est impossible. Il y a 2 ans, le Covid a fermé nos commerces, nos écoles et nous a privés de tant de choses. Aujourd'hui, le Covid ne contrôle plus nos vies. Il y a 2 ans, notre démocratie a fait face à sa plus grande menace depuis la guerre civile. Et aujourd'hui, bien que meurtrie, notre démocratie reste préservée et inviolée. Valérie, les Américains peuvent dire merci à Joe après 2 ans. Écoutez, moi, je préfère l'Amérique de Biden à l'Amérique de Trump, personnellement, sincèrement. L'inflation est montée beaucoup, mais elle est en train de redescendre. Ils sont dans un plein emploi. Ils ont 3,2% de chômeurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est absolument historique. C'est jamais arrivé. Alors, on va regarder les chiffres de l'économie américaine. Les États-Unis qui connaissent leur plus faible taux de chômage depuis 50 ans. Vous l'avez dit, 3,5%. Et l'inflation qui est en train de refluer. Les prix ont baissé sur les derniers mois de l'année. Exactement. Et ils ont mis en place, pour une fois, un système qui ressemble un petit peu à la sécurité sociale, même si ce n'est pas la sécurité sociale, mais où les plus démunis peuvent se soigner. Et tout son discours de l'Union a été tourné justement vers les plus démunis. On n'en parle pas souvent aux États-Unis, des pauvres, des démunis, etc. On parle beaucoup d'argent, de réussite. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que Biden, il a été beaucoup plus audacieux qu'Emmanuel Macron en France. Et il a dit, il faut que les grandes multinationales, les Google, les Facebook, les machins, etc., il faut qu'ils payent des impôts, il faut qu'ils participent à l'effort national, etc. Et je trouve que globalement, c'est un discours qui a du sens. Alors, la seule raison pour laquelle les Américains l'aiment pas, et on le comprend, c'est qu'il a déjà eu 80 ans, que l'élection est dans 2 ans, et que s'il représente... Ça, on va parler de ça fera 86 ans, ça commence à faire beaucoup. Il y a quand même ce paradoxe, vous l'évoquiez, avec ce sondage qu'on va voir du Washington Post, je vais y arriver, et de la chaîne ABC, 62% des Américains estiment que Joe Biden n'a pas fait grand-chose, voire rien, ou presque, depuis son élection. Comment vous expliquez ce paradoxe, Claude ? Bon, je l'explique très facilement. Les Américains, comme les Français, surestiment les pouvoirs du président des États-Unis.
Et nous-mêmes, nous pensons que le président des États-Unis, parce qu'il est le président de l'État le plus puissant au monde, est l'homme le plus puissant du monde. J'ai lu les mémoires de pouvoir qui sont presque aussi intéressants que ceux de Roselyne, les mémoires du pouvoir de Barack Obama. Et j'ai lu la semaine dernière le livre d'entretien qu'il a eu avec Bruce Springsteen, qui est très intéressant aussi. Et en réalité, on se rend compte que c'est Gulliver empêché. Le président des États-Unis, comme le président de la République française, passe son temps à rêver d'un monde idéal qu'il n'arrive pas à fabriquer. La réforme de la sécurité sociale qu'il a essayé d'instaurer, vous vous souvenez qu'Obama, il a passé 2 mandats et il en est sorti une souris quand même. De son grand plan social, il en est sorti une souris. L'Amérique est... Presque toujours, le président a contre lui un Sénat d'opposition. Presque toujours, il a contre lui une grande partie des médias. Et presque toujours, une fois sur 2, il a contre lui la Chambre des représentants. Et il a un système fédéral qui fait que le gouvernement central a très très peu d'influence dans la réalité de la vie quotidienne des habitants du Nebraska ou de la Californie. On va quand même voir. Et on a le même phénomène en France de high expectations and low results. C'est-à-dire que chaque élection, on a l'impression que c'est une espèce d'ardoise magique où un candidat arrive et promet monts et merveilles, et puis au pouvoir, forcément, c'est Churchill qui disait la politique est un métier impossible parce qu'on est condamné à échouer. Oui, par rapport aux attentes des Français, des Américains, un président n'atteindra jamais que 50% au mieux des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Jean-Luc, bilan positif selon vous de Joe Biden 2 ans après son élection? Oui, c'est un bilan qu'on adorerait avoir chez nous. Comme quoi... mais c'est vrai que par rapport aux ambitions, c'est toujours difficile. Un président sans Premier ministre comme un président avec Premier ministre, parce que sur la difficulté de faire les réformes ou d'engager des modifications structurelles, les deux sont en panne de la même façon, de manière manifeste. Sur le discours de Biden, moi, ce qui m'a frappé, d'abord, c'était un jour avec énergie. Il était jeune, Biden, là. En tout cas, il était moins vieux que dans certains discours. On avait du mal. Oui, c'était un discours important, c'était un discours institutionnel. Deuxièmement, c'était un discours de campagne. Parce qu'il y avait tout un bilan, mais surtout parce qu'il y avait dans les mots, jusqu'à l'utilisation des mots les invisibles, pour parler des plus pauvres, etc., de conjurer ce qui a fait l'échec des démocrates dans les dernières périodes, et en particulier d'Hillary Clinton, c'est d'avoir négligé cette partie de la population et d'avoir perdu les fiefs démocrates, ouvriers de toute la Rust Belt dans lequel la ceinture de rouille qui ont fait défaut et qui là ont permis à nouveau à Biden d'être élu. Donc oui, c'est globalement un très bon bilan avec des chiffres qui sont très intéressants. Et on se disait, je le regardais, je me disais que définitivement, moi je préfère un vieux démocrate à un jeune républicain hystérique. On va voir quelques initiatives. Roselyne, je vais vous montrer quelques initiatives qui ont été prises par Joe Biden. J'aimerais avoir votre réaction à ce niveau-là. Joe Biden qui a lancé un chèque de $2000 aux familles pendant la crise du Covid, un grand plan d'infrastructure, 1600 milliards de dollars, un grand plan de lutte contre l'inflation, 430 milliards de dollars de dépenses pendant 10 ans, qui prévoit de favoriser le Made in USA pour enclencher la transition écologique. C'est un président très à gauche, Joe Biden ? Oui, c'est un président centriste, disons. Centriste, parce que la notion de gauche et de droite aux États-Unis par rapport à la France n'a pas tout à fait le même sens. Enfin, pour l'instant, ce sont des choses qui sont sur les rails, en lancement, qui ne sont pas encore opérationnelles, toutes ces idées, que ce soit l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS sur les semi-conducteurs. On va bien voir ce que ça donnait. Enfin, les résultats, pour l'instant, les résultats de Joe Biden, c'est l'économie américaine, ça marche, on connaît. C'est une économie qui est évidemment super puissante et impérialiste. Je ne sais pas si c'est à cause de Biden ou... Je crois que vous pensez que ça s'est déroulé largement sans lui, ces résultats, pour l'instant. Hein. Et moi, ce qui, effectivement, il a été assez tonique par rapport au discours qu'il avait tenu dans les mois précédents. Il a été dopé à je ne sais quoi. En tout cas, finissons le boulot. C'était la phrase, l'antienne qu'il a répétée de façon récurrente. Finissons le boulot.
Un discours tonique, oui, mais quand même, on voyait qu'il a chopé très souvent sur les mots de son discours. Il y avait quand même un manque de fluidité verbale qui est la caractéristique de Biden et qui nous rappelait à chaque moment son âge. Heureusement, il est servi par, le très mauvais état de la droite américaine qui est très divisée, donc tout est possible. Vous parlez de son âge. Ce qui est vrai, c'est qu'il a planté des Et il a 44% de taux de popularité, ça ferait rêver en France. Il va planter des petites Vous parlez de son âge, il aura 82 ans en 2024. Planter des graines dans la perspective d'une nouvelle candidature qui paraissait au départ improbable. Jusqu'à quel âge et qui maintenant paraît une hypothèse plus sérieuse. À gauche, oui, clairement, avec une attention particulière sur la question du racisme, sur la question de l'égalité des femmes, sur la question des droits des homosexuels, sur tous ces critères-là par rapport à notre pattern intellectuel européen, il est clairement de gauche, mais il a aussi lancé une offensive en direction des classes moyennes, parce que s'il se présente, c'est dans la reconquête des classes moyennes qu'il peut infliger une défaite à celui qu'il s'est au fond choisi déjà comme adversaire, qui est Donald Trump. Le cauchemar d'une grande partie des Américains, tous les amis que j'ai eu au téléphone, c'est de rejouer le match Biden-Trump, et il est bien possible que ça soit comme ça que ça se termine. La crise que traversent nos amis britanniques est-elle due au Brexit ? 3 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le pays traverse une crise inédite. Des grèves massives touchent tous les secteurs de l'économie. Lundi, le système de santé publique a connu la plus importante journée de grève de son histoire. Écoutez. Il s'agit simplement d'infirmiers et d'aides-soignants normaux et ordinaires qui n'ont plus les moyens de faire le travail qu'ils aiment. Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs patients en toute sécurité. C'est ce qui les oblige à faire cela et c'est la seule façon, semble-t-il, d'obtenir que le gouvernement en tienne compte. Nous sommes ici pour être entendus et nous sommes ici pour être vus. Il est grand temps que le gouvernement commence à écouter le plaidoyer des infirmières à propos des salaires. Ils coûtent la vie des patients et causent beaucoup de ravages dans notre système de santé. On va voir les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, 10,5% sur un an, avec une possible récession dans les mois à venir. On est entre 5 et 6% en France à titre de comparaison en termes d'inflation. C'est dû au Brexit, tout ça ? La crise à laquelle on assiste aujourd'hui au Royaume-Uni ? Écoutez, ils n'ont pas eu de chance parce que le Brexit est arrivé au moment où il y avait la crise. Donc pour moi, c'est le cumul des deux. C'est-à-dire que la crise qu'on vit en France à cause de l'Ukraine, de la hausse des prix de l'énergie, etc. Bien évidemment qu'ils en subissent aussi les contre-coups, mais ils ont un effet beaucoup plus important en raison de leur isolement. L'autre jour, j'écoutais Bruno Le Maire et ça m'a vraiment intéressée parce qu'il parlait de la crise des vaccins. Et pendant la crise des vaccins, on ne se souvient pas, pendant le Covid, on a mutualisé les dettes en Europe. Pour la première fois, l'Allemagne a accepté de mutualiser les dettes. C'était jamais arrivé avant. Eh bien, les Anglais, ils ne bénéficieront plus de ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'une vulnérabilité aujourd'hui. Ils sont tout seuls. Et le Brexit s'est transformé en regret, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Oui, regret. Et ils ont pris conscience, malheureusement, mais c'est trop tard, qu'aujourd'hui, ils sont tout seuls. Et c'est le seul pays... nous, on est en croissance de 2,5%, je crois. Eux, ils sont à moins 0,5. Ça, c'est dû au Brexit. Alors, je vais vous poser la question d'une autre manière. Il y a un accélérateur, si vous voulez, des difficultés que tout le monde connaît, parce qu'ils n'ont plus personne sur qui s'appuyer. Ils ne peuvent plus combattre ensemble, ni pour leur monnaie, ni pour leurs dettes, ni pour rien du tout. Et c'est la faute du Brexit. Alors, est-ce qu'on a été trop ferme, nous, Européens, nous, Français, avec le Royaume-Uni au moment du Brexit ? Je vais la poser. Non, mais s'ils sont dans cette situation, si vous me dites que c'est de la faute du Brexit, nos négociateurs ont été quand vous avez quelqu'un qui claque la porte avec la dernière violence, c'est étrange de dire que c'est ceux qui sont restés dans l'appartement qui étaient violents, mais admettons. Non, évidemment non. Les crises, elles viennent rarement d'une raison unique, donc il y a plein de raisons qui font la difficulté que connaissent les Britanniques aujourd'hui. Le Brexit en est forcément une, d'autant que la promesse de Boris Johnson, en réalité, qui était « on s'en moque, il y a l'Amérique », n'est pas avérée, parce que l'administration américaine n'est pas aussi encline que Boris Johnson l'avait dit à sa population, à venir en support et en soutien de l'économie britannique. Donc oui, évidemment que ça joue un rôle. En regardant ces images et en regardant les manifestations,
et les témoignages, je me disais quand même que quand on regarde l'immense violence sociale quand même qui règne en Grande-Bretagne, qui a souvent régné, c'est un pays très dur de ce point de vue-là, ceux qui à l'Assemblée nationale en France traitent Borne de bourreau et Macron de massacreur, ça serait bien que leur offrir un week-end à Londres. Alors on a posé la question aux Britanniques, savoir s'ils regrettaient finalement ce Brexit. On va voir cette enquête publiée par le journal The Independent. 54% des Britanniques jugent que la sortie de l'Union européenne était une mauvaise décision. Il n'était que 46% l'année dernière. 65% d'entre eux réclameraient même un nouveau scrutin pour revenir sur ça bouge le Brexit. Quand même pas tant que ça, malgré le fait que pour moi, les difficultés britanniques, c'est vraiment le Brexit, sur fond évidemment d'une crise qui a touché toute l'Europe en particulier. On peut dire que tout le monde reprend ses billes, que finalement on en revient là maintenant à peu près dans tous les pays à la situation de 2019, sauf au Royaume-Uni. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ces pays, entre le Royaume-Uni et nous? C'est vraiment le Brexit. Et le Brexit qui a été causé par l'inconséquence d'une classe politique britannique, et en particulier du Parti conservateur, qui s'est vraiment conduit d'une manière absolument impossible et de façon récurrente et je dirais déterminée dans l'erreur. Donc bien sûr, alors sur un pays qui est très isolé... Ils ont voté. Et voilà, et je trouve que quand même encore 46% des Anglais campent sur le Brexit. Et l'opposition, pareil, l'opposition ne compte pas revenir sur le Brexit. Mais c'est incroyable, l'opposition personne ne fait son mea culpa. Vous connaissez la boutade de Churchill, en démocratie, le peuple a toujours raison, il est d'autant plus déplorable qu'il se trompe si souvent. Les peuples peuvent se tromper. Collectivement, le peuple britannique a commis une erreur. Pour des raisons qui ont été 1000 fois analysées, je ne vais pas les reprendre ici. Il y avait évidemment la peur de la concurrence du plombier polonais, il y avait le vieux ressentiment à l'égard du continent qui fait partie culturellement, génétiquement de la culture britannique. Il y avait... Parce qu'on lui a beaucoup menti aussi. Il y avait cet inconscient impérial qui reste tellement fort en Grande-Bretagne. L'idée, le monde est à nous. Nous sommes une puissance impériale. On n'a pas besoin des continentaux. Et d'une certaine façon, la Grande-Bretagne se projetait dans un monde qui n'existe plus parce que toutes les démocraties occidentales sont malmenées par la mondialisation. L'équilibre du monde a basculé vers le Pacifique. C'est un enfant de 4 ans, c'est ça, mais je crois que les Anglais ne l'avaient pas totalement réalisé. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière aujourd'hui entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Il y a des gens en Grande-Bretagne qui envisagent même de recandidater à l'Union. Michel Barnier, ce qu'il en pense, parce qu'il a quand même négocié, il a quand même essayé d'empêcher tout ça pendant plusieurs années. Il y a quand même un moment, si vous voulez, où ça ne va pas prendre 3 jours. Hein, la réponse à votre question tient en un chiffre. De tous les pays du G7, un seul l'an dernier a eu une récession économique. Sur les 7 pays du G7, un seul, c'est la Grande-Bretagne. Il n'y en a pas deux, c'est un pays. Je ne suis pas sûr que ce soit envisageable. D'abord, les négociations prendront 20 ans sans doute. C'est très souhaitable, peut-être aussi pour l'Union européenne. Autour de ça. Mais je ne vois pas l'intérêt de l'Union européenne aujourd'hui. Ah ben non. C'est-à-dire qu'en réalité, le déficit pour l'Union européenne est très faible. Il est très faible. Il a posé quelques l'Union européenne est mieux sans le Royaume-Uni. Avec la pêche, je ne dis pas qu'elle est mieux, mais en tout cas, elle ne va pas plus mal. Elle n'est pas dans une situation difficile. Et entre nous, soit dit, quand il a été question de mutualiser les dettes, etc., heureusement qu'on n'a pas eu à discuter avec, vous vous souvenez, l'équivalent de Madame Thatcher, Give me my money back. Et on se souvient de la réponse de Jacques Chirac à ce moment-là, que j'épargnerai. En revanche, elle veut mes couilles sur un plateau. Voilà. Je savais que Roselyne n'hésiterait pas. Jean-Luc, en revanche, il y a un domaine où c'est quand même embêtant, c'est la défense. Oui, mais ça, on peut faire du bilatéral. On parle de puissance nucléaire. Ouais, mais c'est quand même tous les accords entre la France et l'Angleterre. De toute façon, la défense ne fait pas partie du paquet institutionnel européen. Oui, mais enfin, on est tellement maintenant qu'Allemagne se met à réarmer. On est tellement isolé. Oui, mais l'Allemagne, elle réarme avec l'OTAN, alors que la France souhaiterait réarmer avec l'Europe. Et on est très isolé dans notre position. Et les accords de Lancaster, tout ça, on est très proche des Britanniques sur la partie défense. Comme chaque semaine, on va terminer l'émission par un top flop. La question, vous la connaissez. Qui a marqué l'actualité en bien ou en mal? Jean-Luc, vous commencez. Vous avez un top et un flop, mais c'est la même personne, je crois, cette semaine. J'ai un top, c'est Mélenchon. Ça m'arrive rarement. Émission de télévision et des propos, je trouve, assez sensés sur l'idée qu'en République, il n'y a pas de péché éternel, il n'y a pas de peine
qui, une fois qu'il y a eu condamnation et qu'elle est assurée, vous empêche d'exister. Adrien Quatennens. Ce droit à la rédemption, il l'a fait sur Adrien Quatennens, et je trouvais qu'il y avait des formules sur la manière de se comporter face à une condamnation qui était assez intelligente. Et le flop, c'est le même Mélenchon, dans la même émission, qui s'est senti obligé d'aller insulter les journalistes. Charognard, malhonnête, voilà, au point qu'il quitte l'émission à un moment donné, et ça lui coûtait pas grand-chose. Ça lui coûtait pas grand-chose, il venait de faire 1h30 où il avait fait l'émission, donc les partir au début, ça peut être courageux, à la fin, c'est jamais que du cinéma. Et cette espèce de violence, comme si il accusait les journalistes, il l'a dit d'ailleurs, de leur poser une question qui est une question évidente d'actualité sur le retour de Quatennens à l'Assemblée, mais surtout comme s'il était malheureux d'avoir pu répondre intelligemment à une question qui lui était posée en reprochant qu'on lui ait posée. C'est le en même temps terrifiant et habituel de Mélenchon. Jean-Luc, Roselyne, pardon. Votre top et votre flop. Moi, j'ai 2 tops. Oui, dites-moi. Le premier top, c'est saluer la mémoire de Daniel Defer, le fondateur de Aide en France, compagnon de Michel Foucault, sociologue. C'est lui vraiment qui a été à l'origine de ce mouvement des malades et du fait que le malade n'était pas un sujet passif, mais bien actif dans le domaine de la santé. Et le deuxième top, c'est le rapprochement de Gustavo Dudamel, qui était au Philharmonique de Los Angeles et qui est maintenant à New York, puisqu'il est en même temps il est directeur musical de l'Opéra de Paris. Et c'est l'homme directement issu de ce qu'on appelle de El Sistema, c'est-à-dire de la démocratisation de la culture, de la démocratisation par la culture et par la musique. Et je veux saluer Gustavo Dudamel. Valérie, votre top et votre flop. Le top, c'est le pape qui a dit qu'il fallait arrêter d'incriminer les homosexuels. C'est pas la phrase exacte, mais à peu près. Et je pense que c'est important parce que c'est la liberté des homosexuels de retourner à l'église et d'être accueillis par l'église. Et je pense qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui peuvent être malheureux de se sentir exclus de cette façon-là. Et le pape François, en tant que tel, peut les aider à changer en partie cette espèce de malaise qu'il y avait chez eux. Et je salue le pape François pour ses paroles. Il a beaucoup à se faire pardonner. Et votre flop, Valérie? Ouais, et la deuxième, donc le flop, c'est que le gouvernement, alors le service national universel. Oui, ça me semble absolument hallucinant, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de repousser l'obligation du service national universel, qui est, comme vous savez, l'obligation, enfin le fait que tous les jeunes dans ce pays fassent un service national universel. Pourquoi? Pour créer de la cohésion, pour vivre ensemble, pour apprendre des choses, sous prétexte qu'ils auraient peur que la jeunesse s'enflamme avec la réforme des retraites. Donc là, on marche sur la tête et surtout on repousse quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas repousser. Très rapidement, votre top, flop. Ces jeunes, on aurait pu les envoyer ça fait le lien. On aurait pu les envoyer en Turquie parce que, quitte à paraître bisounours... C'est votre top. Quitte à paraître bisounours, oui, mon top, c'est que j'ai été impressionné par la rapidité, l'efficacité de la mobilisation internationale qui s'est mise en marche, notamment en Europe, pour aider la Turquie, quoi que nous ayons par ailleurs à l'égard du régime turc, qui d'ailleurs va payer probablement un coût très cher pour sa mauvaise gestion. Est-ce qu'on gère jamais bien ce genre de tragédie? Très pressé, Claude. Et le flop, c'est tout simple, c'est une réjouissance. Moi, j'avoue que je me réjouis que CNews ou Hanouna, ou je ne sais pas qui va payer, soit lourdement condamné pour son comportement de malotru sur son plateau à l'égard d'un député dont par ailleurs je ne partage aucune prise de position, mais en effet, je pense que cette émission dégrade l'audiovisuel public, dégrade le débat démocratique, et l'ironie de l'affaire, c'est que c'est pour avoir insulté un député qui, par ailleurs, est un insulteur professionnel. Merci Claude, merci Président Larcher. Donc même les insulteurs ont droit au respect. Merci d'avoir participé, merci à vous derrière votre écran. On me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à vous, excellent week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bye bye.